J'ai quitté le château à 11 heures et il m'a fallu partir immédiatement pour Dombasle. Au retour, je me suis arrêté à la corne du bois, d'où l'on découvre le plat pays, les longues pentes à peine sensibles qui dévalent lentement vers la mer. J'avais acheté au village un peu de pain et de beurre, que j'ai mangé de bon appétit. Comme après chaque décisive épreuve de ma vie, j'éprouvais une sorte de torpeur, un engourdissement de la pensée qui n'est pas désagréable, me donne une curieuse illusion de légèreté, de bonheur. Quel bonheur, je ne saurais le dire. C'est une joie sans visage. Ce qui devrait être, a été, n'est déjà plus, voilà tout. Je suis rentré chez moi très tard, et j'ai croisé sur la route le vieux Clovis qui m'a remis un petit paquet de la part de madame la comtesse. Je ne me décidais pas à l'ouvrir, et pourtant je savais ce qu'il contenait. C'était le petit médaillon, maintenant vide, au bout de sa chaîne brisée. Il y avait aussi une lettre, la voici. Elle est étrange. Monsieur le curé, je ne vous crois pas capable d'imaginer l'état dans lequel vous m'avez laissé. Ces questions de psychologie doivent vous laisser parfaitement indifférent. Que vous dire? Le souvenir désespéré d'un petit enfant me tenait éloigné de tout, dans une solitude effrayante, et il me semble qu'un autre enfant m'a tiré de cette solitude. J'espère ne pas vous froisser en vous traitant ainsi d'enfant. Vous l'êtes. Que le bon Dieu vous garde tel à jamais. Je me demande ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, ou plutôt je ne me le demande plus. Tout est bien. Je ne croyais pas à la résignation possible. Et ce n'est pas la résignation qui est venue, en effet. Elle n'est pas dans ma nature, et mon pressentiment là-dessus ne me trompait pas. Je ne suis pas résignée, je suis heureuse. Je ne désire rien. Ne m'attendez pas demain. J'irai me confesser à l'abbé X, comme d'habitude. Je tâcherai de le faire avec le plus de sincérité, mais aussi avec le plus de discrétion possible, n'est-ce pas? Tout cela est tellement simple. Quand j'aurais dit « j'ai péché volontairement contre l'espérance à chaque heure du jour depuis 11 ans », j'aurais tout dit. L'espérance. Je l'avais tenue morte entre mes bras, par l'affreux soir d'un mars venteux, désolé. J'avais senti son dernier souffle sur ma joue, à une place que je sais. Voilà qu'elle m'est rendue. Non pas prêtée cette fois, mais donnée. Une espérance bien à moi, rien qu'à moi, qui ne ressemble pas plus à ce que les philosophes nomment ainsi que le mot amour ne ressemble à l'être aimé. Une espérance qui est comme la chair de ma chair. Cela est inexprimable. Il faudrait des mots de petit enfant. Je voulais vous dire ces choses dès ce soir, il le fallait. Et puis, nous n'en parlerons plus, n'est-ce pas? Plus jamais. Ce mot est doux, jamais. En l'écrivant, je le prononce tout bas, et il me semble qu'il exprime d'une manière merveilleuse, ineffable, la paix que j'ai reçue de vous. J'ai glissé cette lettre dans mon imitation, un vieux livre qui appartenait à maman, et qui sent encore la lavande qu'elle mettait en sachet dans son linge, à l'ancienne mode. Elle ne l'a pas lu souvent, car les caractères sont petits et les pages d'un papier si fin que ses pauvres doigts, gercés par les lessives, n'arrivaient pas à les tourner. Jamais, plus jamais. Pourquoi cela? C'est vrai que ce mot est doux. J'ai envie de dormir. Pour achever mon bréviaire, il m'a fallu marcher de long en large, mes yeux se fermaient malgré moi. Suis-je heureux ou non? Je ne sais. 6h30. Madame la comtesse est morte cette nuit. J'ai passé les premières heures de cette affreuse journée dans un état voisin de la révolte. La révolte, c'est de ne pas comprendre, et je ne comprends pas. On peut bien supporter des épreuves qui semblent d'abord au-dessus de nos forces, qui de nous connaît sa force. Mais je me sentais ridicule dans le malheur, incapable de rien faire d'utile, un embarras pour tous. Cette détresse honteuse était si grande que je ne pouvais pas m'empêcher de grimacer. Je voyais dans les glaces, les vitres, un visage qui semblait défiguré moins par le chagrin que par la peur, avec ce rictus navrant qui demande pitié, ressemble à un hideux sourire. Dieu! Tandis que je m'agitais en vain, chacun s'employait de son mieux, et on a fini par me laisser seul. Monsieur le comte ne s'est guère occupé de moi, et mademoiselle Chantal affectait de ne pas me voir. La chose s'est passée vers 2h du matin. Madame la comtesse a glissé de son lit, et dans sa chute, elle a brisé un réveil matin posé sur la table. Mais on a découvert le cadavre que beaucoup plus tard, naturellement. Son bras gauche, déjà raidi, est resté un peu plié. Elle souffrait depuis plusieurs mois de malaise auquel le médecin n'avait pas attaché d'importance. L'angine de poitrine, sans doute. Je suis arrivé au château tout courant, ruisselant de sueur. J'espérais je ne sais quoi. Au seuil de la chambre, j'ai fait pour entrer un grand effort, un effort absurde, mes dents claquaient. Suis-je donc si lâche? Son visage était recouvert d'une mousseline, et je reconnaissais à peine ses traits, mais je voyais très distinctement ses lèvres qui touchaient l'étoffe. J'aurais tant désiré qu'elle sourit, de ce sourire impénétrable des morts, et qui s'accorde si bien avec leur merveilleux silence. Elle ne souriait pas, la bouche tirée vers la droite avec un air d'indifférence, de dédain, presque de mépris. En levant la main pour la bénir, mon bras était de plomb.
Par un hasard étrange, 2 sœurs quêteuses étaient venues la veille au château, et monsieur le comte avait proposé leur tournée faite de les reconduire aujourd'hui en voiture, à la gare. Elles avaient donc couché ici. Je les ai trouvées là, toutes menues dans leurs robes trop larges, avec leurs gros petits souliers crottés. Je crains que mon attitude ne les ait surprises. Elles m'observaient tour à la dérobée, je ne pouvais me recueillir. Je me sentais de glace, sauf ce creux dans ma poitrine, tout brûlant. J'ai cru tomber. Enfin, Dieu aidant, il m'a été possible de prier. J'ai beau m'interroger maintenant, je ne regrette rien. Que regretterais-je? Si pourtant, je pense que j'aurais pu veiller cette nuit, garder intact quelques heures de plus le souvenir de cet entretien qui devait être le dernier. Le premier aussi d'ailleurs. Le premier et le dernier. Suis-je heureux ou non, écrivais-je, sot que j'étais. Je sais à présent que je n'avais jamais connu, que je ne retrouverai plus jamais des heures aussi pleines, si douces, toutes remplies d'une présence, d'un regard, d'une vie humaine, tandis qu'hier soir, accoudé à ma table, je tenais serré entre mes paumes le vieux livre auquel j'avais confié ma lettre, ainsi qu'à un ami sûr et discret. Et ce que j'allais perdre si vite, je l'ai volontairement enseveli dans le sommeil, un sommeil noir, sans rêve. C'est fini maintenant. Déjà le souvenir de la vivante s'efface, et la mémoire ne gardera, je le sais, que l'image de la morte, sur laquelle Dieu a posé sa main. Que voudrait-on qu'il me restât dans l'esprit de circonstances si fortuites à travers lesquelles je me suis dirigé comme à tâtons, en aveugle. Notre Seigneur avait besoin d'un témoin, et j'ai été choisi, faute de mieux sans doute, ainsi qu'on appelle un passant. Il faudrait que je fusse bien fou pour m'imaginer avoir tenu un rôle, un vrai rôle. C'est déjà trop que Dieu m'ait fait la grâce d'assister à cette réconciliation d'une âme avec l'espérance, à ces noces solennelles. J'ai dû quitter le château vers 2 heures, et la séance du catéchisme s'est prolongée beaucoup plus tard que je n'avais pensé, car nous sommes en plein examen trimestriel. J'aurais bien désiré passer la nuit auprès de madame la comtesse, mais les religieuses sont toujours là, et monsieur le chanoine de la Motte Beuvron, un oncle de monsieur le comte, a décidé de veiller avec elle. Je n'ai pas osé insister. Monsieur le comte, d'ailleurs, continue à me montrer une froideur incompréhensible. C'est presque de l'hostilité. Que croire? Monsieur le chanoine de la Motte Beuvron, que j'énerve visiblement aussi, m'a pris un moment à part pour me demander si, au cours de notre entretien d'hier, madame la comtesse avait fait quelque allusion à sa santé. J'ai très bien compris qu'il m'invitait ainsi discrètement à parler. L'aurais-je dû? Je ne le pense pas. Il faudrait tout dire. Et le secret de madame la comtesse, qui ne m'a jamais appartenu tout entier, m'appartient moins que jamais, ou plus exactement vient de m'être dérobé pour toujours. Puis-je prévoir quelle partie en tirerait l'ignorance, la jalousie, la haine peut-être? Maintenant que ces atroces rivalités n'ont plus de sens, vais-je risquer d'en réveiller le souvenir? Et ce n'est pas seulement d'un souvenir qu'il s'agit. Je crains qu'elles ne restent encore longtemps vivantes. Elles sont de celles que la mort ne désarme pas toujours. Et puis, les aveux que j'ai reçus, si je les rapporte, ne paraîtront-ils pas justifier d'anciennes rancunes? Mademoiselle est jeune, et je sais par expérience combien sont tenaces, ineffaçables peut-être, les impressions de jeunesse. Bref, j'ai répondu à monsieur le chanoine que madame la comtesse avait manifesté le désir de voir se rétablir l'entente parmi les membres de sa famille. « Vraiment » a-t-il dit sèchement. « Étiez-vous son confesseur, monsieur le curé ?»« Non. Je dois avouer que son ton m'agaçait un peu. »« Je crois qu'elle était prête à paraître devant Dieu, » ai-je ajouté. Il m'a regardé d'un air étrange. Je suis rentré dans la chambre une dernière fois. Les religieuses achevaient leur chapelet. On avait entassé le long du mur des gerbes de fleurs apportées par des amis, des parents, qui n'ont cessé de défiler tout au long du jour et dont la rumeur presque joyeuse remplissait la maison. À chaque instant, le phare d'une automobile éclatait dans les vitres. J'entendais grincer le sable des allées, monter les appels des chauffeurs, le son des trompes. Rien de tout cela n'arrêtait le monotone ronronnement des bonnes sœurs. On aurait dit 2 fileuses. Mieux que celle du jour, la lumière des cires découvrait le visage à travers la mousseline. Quelques heures avaient suffi pour l'apaiser, le détendre, et le cerne agrandi des paupières closes faisait comme une sorte de regard pensif. C'était encore un visage fier, certes, et même impérieux, mais il semblait se détourner d'un adversaire longtemps bravé face à face pour s'enfoncer peu à peu dans une méditation infinie, insondable, comme il était déjà loin de nous, hors de notre pouvoir. Et soudain j'ai vu ses pauvres mains, croisées, ses mains très fines, très longues, plus vraiment mortes que le visage, et j'ai reconnu un petit signe, une simple égratignure que j'avais aperçue la veille, tandis qu'elle serrait le médaillon contre sa poitrine. La mince feuille de collodion y tenait encore. Je ne sais pourquoi mon cœur alors s'est brisé. Le souvenir de la lutte qu'elle avait soutenue devant moi, sous mes yeux, ce grand combat pour la vie éternelle dont elle était sortie épuisée, invaincue, m'est revenu si fort à la mémoire que j'ai pensé défaillir. Comment n'ai-je pas deviné qu'un tel jour serait sans lendemain?
que nous nous étions affrontés tous les deux à l'extrême limite de ce monde visible, au bord du gouffre de lumière. Que n'y sommes-nous tombés ensemble? Soyez en paix, lui avais-je dit. Et elle avait reçu cette paix à genoux, qu'elle la garde à jamais. C'est moi qui la lui ai donnée. Ô merveille, qu'on puisse ainsi faire présent de ce qu'on ne possède pas soi-même, ô doux miracle de nos mains vides. L'espérance qui se mourait dans mon cœur a refleuri dans le sien. L'esprit de prière que j'avais cru perdu sans retour, Dieu le lui a rendu, et qui sait, en mon nom peut-être. Qu'elle garde cela aussi, qu'elle garde tout. Me voilà dépouillé, Seigneur, comme vous seul savez dépouiller, car rien n'échappe à votre sollicitude effrayante, à votre effrayant amour. J'ai écarté le voile de mousseline, effleuré des doigts le front haut et pur, plein de silence. Et pauvre petit prêtre que je suis, devant cette femme si supérieure à moi hier encore par l'âge, la naissance, la fortune, l'esprit, j'ai compris, oui, j'ai compris ce qu'était la paternité. En sortant du château, j'ai dû traverser la galerie. La porte du salon était grande ouverte, et aussi celle de la salle à manger, où les gens s'affairaient autour de la table et grignotaient des sandwichs en hâte avant de rentrer chez eux. Telle est la coutume de ce pays. Il y en avait qui, au passage d'un membre de la famille, surpris la bouche pleine, les joues gonflées, se donnaient beaucoup de mal pour prendre un air de tristesse et de compassion. Les vieilles dames surtout m'ont paru, j'ose à peine écrire le mot, affamées, hideuses. Mademoiselle Chantal m'a tourné le dos et j'ai entendu sur mon passage comme un murmure. Il me semble qu'on parlait de moi. Je viens de m'accouder à la fenêtre. Le défilé des automobiles continue là-bas, ce sourd grondement de fête. On l'enterre samedi.